qui consiste finalement à regarder comment on va pouvoir piloter les différentes machines avec un réglage par exemple de vitesse ou un réglage de position, voire éventuellement un réglage de couple. Alors ici, le premier chapitre propose de donner une méthodologie pour essayer d'aborder le contrôle, qui recoupe par exemple certains cours d'automatique bien sûr que vous avez eu avec mes collègues. Et donc l'idée c'est de vous donner une méthode simple en tant qu'électromécanicien, ce sera un peu plus facile pour les automaticiens, mais pour pouvoir finalement comprendre comment on va réaliser un asservissement sur une machine avec une méthodologie qui tient en quelques lignes. Parce qu'il y a des méthodes bien sûr avancées pour essayer de tuner les régulateurs, il y a différents types de régulation, donc tout ça est beaucoup plus avancé. Ici l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui reste assez basique en termes de contrôle, mais une démarche qui a quand même tout son sens et qui est complète, donc qui vous permet d'aller jusqu'à trouver les paramètres des régulateurs en question pour piloter votre machine. Alors on se situe donc dans notre organigramme principal au niveau du contrôleur, donc c'est ici que on va devoir essayer de faire une régulation à partir de mesures données par les différents capteurs. Donc on a des capteurs qui vont se situer au niveau électrique ici à l'entrée du moteur, on peut avoir des capteurs au niveau mécanique ici éventuellement, par exemple un codeur, et on peut avoir aussi des capteurs qui sont directement placés sur la charge en fonction du type de charge qu'on voudrait asservir. Alors on sait aussi que notre contrôle doit pouvoir donner finalement des informations aux interrupteurs qui sont dans la partie puissance ici. Donc on va attaquer finalement nous le gate des différents interrupteurs qui sont dans ce module-là. On sait qu'il y en aura 2, 4, 6, ça dépend du montage d'électronique de puissance qu'on va aborder en fonction du type de machine. Et puis on sait aussi que généralement une interface sera prévue pour pouvoir aller par exemple changer les paramètres des régulateurs au niveau du contrôleur de manière automatisée ou manuellement via l'interface ici, généralement un PC. Alors la démarche que je propose est la suivante, c'est d'abord d'écrire les équations de ce qu'on va appeler le process, c'est-à-dire votre machine avec la charge, ensuite de pouvoir identifier les paramètres du modèle avec différents essais, ensuite réaliser un modèle dans Simulink. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que quand vous êtes en simulation, vous pouvez faire des bêtises quelque part, et vous pouvez essayer de refléter le comportement réel tout en restant en simulation. Et puis, on peut développer la partie contrôle, toujours en simulation, avant de passer en temps réel sur le process final. Donc la première étape, c'est d'écrire les équations de la machine et de la charge. Alors ici, je vais me focaliser beaucoup sur la machine, mais la charge est représentée par le couple résistant ici, CR, qui évolue en fonction de la vitesse. Ça dépend du type de charge que vous avez, si vous êtes en levage, si vous êtes sur un broyeur, si vous êtes sur une application centrifuge, alors là, l'évolution du couple en fonction de la vitesse va changer. Donc ça, je ne vais pas l'aborder ici, on est plutôt sur l'aspect mécanique qui caractérise la charge. Donc ici, vous avez une machine électrique quelle qu'elle soit, je reste très général dans ce chapitre-ci, on différenciera pour les différents chapitres qui suivent. Et on va définir des variables qui sont des variables d'entrée et des variables de sortie. Généralement, pour un moteur électrique, les variables d'entrée seront la tension et le couple résistant. On a toujours dit jusqu'à présent, dans le cours, le couple résistant impose finalement le point de fonctionnement pour le moteur, en termes de courant et de couple. Et puis la sortie, les sorties généralement, ce seront le courant et la vitesse. Donc on a deux grandeurs électriques et on a deux variables mécaniques. Alors au niveau des équations, on reste ici de manière très générale de nouveau, c'est des équations, on retourne vraiment à la source, avec la loi d'Ohm, U est égal à RI, mais bien sûr, lorsqu'il y aura variation de flux, et c'est le but de notre machine, on doit rajouter ici le terme qui est lié à la loi de Faraday, qui est la variation de flux. Cette variation de flux peut venir de deux choses, au moins, c'est-à-dire de l'inductance propre, parce qu'il y a un courant
soit dans la bobine même, soit dans une bobine à côté, qui génère un flux qui est variable parce que le courant, par exemple, est variable. Et donc là, vous aurez une matrice d'inductance qui peut reprendre des inductances propres, mais aussi des inductances mutuelles. Si les courants sont alternatifs, ça vous donne un flux alternatif et donc une variation de flux. Donc je représente ceci par l'équation en flux, ici, mis sous forme matricielle. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une équation si vous êtes dans une machine à courant continu, mais pour les machines triphasées, on va retrouver 3 fois souvent la même chose, avec un décalage de 120 degrés, pour refléter la symétrie triphasée, et donc on va travailler plutôt sous forme matricielle. Donc le flux, cette variation de flux peut venir soit d'une génération de courant, soit aussi d'aimants permanents. Et donc les aimants permanents généreront une force électromotrice qui sera notée ici E. Et le E, la force électromotrice générée par l'aimant permanent, elle est proportionnelle à la vitesse et au flux de l'aimant, moyennant une constante K. Ceci, c'est la loi de Faraday appliquée pour l'aimant tournant. Donc on va retrouver une équation générale ici, avec U égale RI, plus LDI sur DT, plus E, donc l'effet des aimants. Il faudra voir en fonction du type de machine comment simplifier bien sûr et comment adapter cette équation là tout à fait générique. Ensuite vous avez l'équation de mécanique. Donc ça c'est la loi de Newton, très simple. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, qu'on va mettre en rotation. Et en rotation, ça donnera l'inertie fois l'accélération angulaire est égale à la somme des couples. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme couple au niveau de la machine? Le couple moteur, moins le couple des pertes à vide du moteur, puisque ceci c'est un couple électromagnétique. Et donc vous retirez les pertes à vide ici, qui sont représentées par un coefficient F, et un couple qui serait proportionnel à la vitesse, on va en reparler un peu plus loin, moins le couple résistant qui s'oppose au mouvement de la roue. Donc finalement, vous vous retrouvez avec une équation différentielle aussi, comme on avait ici une équation différentielle électrique du premier ordre. Ici on a une équation différentielle mécanique du premier ordre également, avec un couple résistant qui est l'entrée, et le couple moteur, lui, il dépendra par la loi de Laplace du courant et du flux. F égale B fois I fois L, et donc vous retrouvez ça ici entre le couple et le courant, le lien habituel qu'on retrouve. Et donc, de nouveau, ce n'est pas appliqué que à une machine à courant continu, même si c'est plus simple à comprendre là, mais ça va se transposer, bien sûr, que ce soit à la machine synchrone, la machine asynchrone ou la machine à courant continu. Donc voilà les équations de manière générale, et donc c'est un slide qu'on prendra à l'entrée de chaque chapitre pour pouvoir adapter à chaque machine. Alors les deux équations différentielles du premier ordre, finalement quand vous les passez dans la place, ça vous donne quoi? Ça vous donne un premier ordre. À chaque fois ici, on est représenté par la fonction de transfert ici, une fonction de transfert ici de type mécanique, et donc à chaque fois on a mis en évidence ici la constante de temps qui fait L sur R au niveau électrique et qui vaut J sur F au niveau mécanique. Alors bien sûr, ça c'est si les deux constantes de temps étaient très très différentes l'une de l'autre. Alors à ce moment-là, on pourrait considérer une dynamique rapide au niveau électrique. Le L sur R c'est assez rapide, c'est sur le courant. Et une dynamique plus lente, généralement, puisque au niveau mécanique, ce sera sur la vitesse. Et donc ici une constante de temps mécanique qui sera plus élevée que la constante de temps électrique. Alors à ce moment-là, vous pouvez considérer les deux séparément, et considérer que dans une machine, vous avez un premier ordre électrique et un premier ordre mécanique. Et en fonction du temps sur lequel on va réguler, on pourrait se focaliser et se contenter de dire que on a soit un premier ordre électrique, soit un premier ordre mécanique. Alors évidemment, c'est pas tout à fait correct, puisque vous avez une interaction entre les deux. Le couple ici va dépendre du courant. La force électromotrice dépend de la vitesse, comme on a vu par les deux équations sur le slide précédent, sur les équations électromécaniques. Donc finalement, vos deux équations sont liées, et donc bien sûr, on ne peut pas dire qu'un moteur électrique est un premier ordre. Il faudra imbriquer les deux relations une dans l'autre via les équations qui lient les deux équations ici dynamiques.
Alors, quelques hypothèses qu'on va retrouver dans la littérature et qu'on fait généralement lorsqu'on va étudier un modèle dynamique. Donc, j'entends par modèle dynamique un besoin finalement autre que celui qu'on a établi en bloc 3, qui est de regarder le comportement de la machine au niveau statique et en régime permanent. Ici, on aimerait bien vraiment étudier des transitoires comme le démarrage de la machine, comme un échelon sur le couple résistant. Donc voilà des exemples de dynamique intéressante. On aimerait bien avoir une application qui soit assez nerveuse, qui réagisse vite. Donc ça, c'est pour ça qu'on doit faire apparaître évidemment ces constantes de temps-là. Alors le modèle qu'on va établir est plus compliqué que celui qu'on a établi en bloc 3. On saura retrouver bien sûr les relations de base du bloc 3, mais on aura un modèle qui est plus complexe. Et donc c'est pourquoi on fait généralement des hypothèses qui sont ici représentées et qu'on va souvent retrouver en première page des bouquins qui traitent sur le sujet. Alors c'est des hypothèses qui sont assez génériques. Quand vous voyez ça paraît évident. Mais ça peut avoir beaucoup d'impact. Alors je prends la première, qui est une hypothèse tout à fait générale. On aimerait bien avoir une alimentation triphasée sinusoïdale, équilibrée. Bon, ça paraît assez évident. Ça veut dire que les trois tensions avec lesquelles je vais attaquer le moteur, c'est UA, UB, UC pour un moteur triphasé, et qu'on a des tensions triphasées équilibrées. Alors si c'est une machine triphasée, encore une hypothèse qui paraît certainement assez évidente, mais on pourrait étudier, si on voulait vraiment en tant que... en allant chercher la petite bête, on pourrait aller étudier le fait, par exemple, d'avoir des enroulements qui ne soient pas exactement à 120 degrés l'un de l'autre lorsque vous êtes en triphasé. Donc une phase est décalée de 120 degrés, divisé par le nombre de paires de pôles si on veut avoir l'angle mécanique, si on a plusieurs paires de pôles. Et donc on pourrait se dire, tiens, finalement, s'il y a un petit décalage qui se joue là au niveau des encoches, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur la machine? C'est pas ça qu'on veut faire ici. Donc on prendra l'hypothèse que ils sont bien décalés à 120 degrés exactement. Encore une hypothèse peut-être déjà un petit peu moins moins simple, je veux dire. Imaginons que on va avoir une distribution sinusoïdale du flux au niveau de l'entrefer. Pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas être le cas? Parce que si vous avez trop peu d'encoches, vous allez avoir finalement un flux qui va se modifier en fonction de la position θ. Donc en fonction de la position où on se trouve au niveau de la machine. Et donc on avait vu déjà en bloc 3 que si vous augmentez le nombre d'encoches, même pour un pôle et pour une phase, on est bien d'accord, vous augmentez le nombre d'encoches, vous allez tendre vers une répartition qui est sinusoïdale dans l'entrefer. Alors on arrive ici sur trois hypothèses beaucoup plus importantes, les trois dernières. La première, c'est de négliger la saturation. Donc en effet, quand vous allez mettre un certain niveau de courant dans vos bobines, le noyau magnétique qui supporte la bobine pourrait entrer en saturation. Et il y a même un effet d'hystérésis également à prendre en compte. Alors qu'est-ce que ça a comme impact cette saturation-là? C'est que vous pouvez encore monter comme vous voulez le courant dans la bobine, le noyau magnétique sature. Et dans les équations, ça revient à dire que le L, la matrice inductance, est constante. Est constante si vous négligez la saturation. Et si vous tenez compte de la saturation, ça viendrait à dire que la matrice inductance dépend du courant. Donc si on va revoir l'impact ici dans l'équation, c'est pas des moindres. Ça voudrait dire que le L ici est une fonction du courant, et quand on a dérivé le flux, si je remonte encore en amont, la dérivée du flux ici, on devrait dire c'est la dérivée de L par rapport au temps, si le L varie en fonction du temps parce qu'en fonction du courant. Et puis après j'ai la dérivée aussi du courant comme on a déjà exprimé ici. Donc ça veut dire que j'ai un terme supplémentaire qui intervient dans mon équation, et ça ce serait assez gênant. Alors on peut aussi comprendre pourquoi c'est gênant, parce que comme on a défini nos variables, la variable de sortie et le courant. Alors si vous avez un paramètre dans votre modèle qui dépend d'une variable de sortie, vous tournez un peu en rond. Parce que vous voulez obtenir le courant de sortie en fonction des équations qui reprennent le paramètre L, mais le L dépend de cette valeur de sortie. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et donc finalement, c'est un peu plus compliqué à modéliser. Alors c'est pas impossible à modéliser du tout, mais ça sort un peu du cadre du cours ici,
Et donc, il y a un exemple qui est montré dans le chapitre suivant pour un transformateur. Mais au niveau des machines électriques, on travaillera généralement en hors saturation. Donc on considérera que la caractéristique magnétique est linéaire. Autre hypothèse importante, c'est que généralement dans l'étude dynamique, on va négliger les pertes fer. Alors, ça peut se justifier par exemple pour des petits moteurs courant continu qu'on dit sans fer, chez Maxon par exemple. Alors à ce moment-là, ça peut se justifier. Dans les autres machines, c'est un peu plus délicat. Je prends la machine asynchrone par exemple, ça vient négliger le RMU, la résistance des pertes magnétiques. Et donc là, c'est un peu plus délicat. Mais on le fait pour se simplifier la vie parce que ça ne va pas impacter directement la dynamique de la machine. Et donc, c'est une simplification qui, en dynamique, tient la route. Alors, la dernière hypothèse, ce serait dire que les pertes à vide provoquent un couple qui est proportionnel à la vitesse. Donc, ça veut dire que le couple des pertes à vide, c'est le couple généralement qui prend en compte aussi bien les pertes fer que les pertes mécaniques. Les pertes fer, comme on vient de le dire, elles sont souvent négligées, et donc il resterait les pertes mécaniques. Et dans les pertes mécaniques, vous avez trois termes. Vous avez le frottement sec, qu'on va retrouver principalement dans les moteurs courant continu, avec le frottement du balai sur le collecteur. Donc lui, on ne peut pas le négliger dans les machines d'essai. Donc cette hypothèse-là, elle sera revue lorsque c'est une machine d'essai. Et puis vous avez le frottement visqueux, qui est proportionnel à la vitesse moyennant le F. Et puis vous avez encore un dernier coefficient qu'on néglige ici, dans l'hypothèse, ce serait le frottement turbulent, qui produirait un couple de frottement qui est proportionnel au carré de la vitesse, et qui traduirait par exemple le déplacement d'air que vous avez au niveau de l'entrefer. Donc la dernière hypothèse dit ceci, généralement on va travailler en tenant compte au niveau des pertes à vide d'un seul terme proportionnel à la vitesse. Et ce terme de proportionnalité est noté F. Donc voilà des hypothèses qu'on peut bien sûr faire évoluer en fonction de l'étude, qu'on peut faire évoluer aussi en fonction de la machine. On vient de le voir avec le couple de frottement sec. Mais voilà, comme ça vous avez les hypothèses générales qui sont souvent analysées et finalement elles sont un petit peu rangées ici de la plus évidente vers la moins évidente. Donc celle qu'on négligerait le plus vite vers celle qu'on négligerait le moins vite. Alors l'étape 2 de notre méthodologie, c'est de regarder l'identification. Donc l'identification, c'est quoi? C'est de regarder tous les paramètres qui ne sont pas des variables. U, c'est une variable, I aussi, le oméga, la force électromotrice. Alors ça sont des variables, mais les paramètres qui sont normalement constants, c'est le R, le L, le J, le CAFI ici, et le F là. Donc ça, ce sont les paramètres qu'il va falloir identifier, et en fonction du type de machine, on devra peut-être un petit peu adapter, mais de manière générale, voilà à chaque fois les termes qui reviennent. Donc là, ce qui sera proposé dans certains chapitres, c'est d'essayer de faire une petite étude sur l'identification, en réfléchissant à la feuille d'essai, qui permettrait d'identifier tel ou tel paramètre. On va pas tout résoudre parce que c'est assez complexe, il y a une partie qui est faite aussi en laboratoire, mais voilà, c'est ici pour amener l'idée, pour amener l'approche, par exemple dans la machine à aimant permanent, synchrone, vous verrez que là, il y a par exemple des schémas de câblage, des exemples de schémas de câblage, des exemples de résultats qui sont donnés. Voilà. Alors c'est pas toujours facile de faire l'identification. Pourquoi? Parce que si je vous demande d'identifier la résistance rotorique dans une machine asynchrone, l'inductance propre d'une phase rotorique dans la machine asynchrone, pire l'inductance mutuelle entre deux phases du rotor de la machine asynchrone. Voilà, le rotor de la machine asynchrone, c'est une cage, vous avez la cage d'écureuil ici, avec les barres en aluminium, qui sont court-circuitées aux extrémités ici par des anneaux de court-circuit, donc toutes les barres ici sont reliées par un anneau de court-circuit. Et donc voilà, le bobinage triphasé, ce qu'il est devenu dans une machine à cage, c'est devenu une cage qui va finalement voir passer des courants dans des encoches équivalentes, chaque barre représenterait l'équivalent d'un bobinage placé dans une encoche, et on sait que les courants au niveau du rotor ici vont être triphasés. Donc c'est du triphasé, mais allez-vous déterminer la résistance par une méthode
sur le rotor. Alors là, il est démonté, mais généralement, vous n'allez pas démonter la machine pour pouvoir identifier ces paramètres. Et donc, finalement, c'est impossible, clairement, disons-le, c'est impossible d'aller relever, identifier des paramètres sur le rotoraquage d'une machine asynchrone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas obligé d'identifier pratiquement tous les paramètres. On peut aussi en identifier une partie et utiliser des techniques que vous avez déjà vues, par exemple, dans MATLAB, qui serait d'essayer de faire une fonction fmin_search de recherche pour minimiser finalement le coût, donc la fonction coût, qui serait ici l'écart par rapport à certains points mesurés. C'est-à-dire qu'on fait un essai, on relève différents points. Alors ici c'est fictif, parce que ces points-là vous ne les aurez jamais au niveau de la mesure. C'est pour montrer l'exemple. Vous relevez différents points, et puis vous essayez de faire approcher, vous connaissez la fonction, et vous essayez de faire approcher ces différents points par une fonction en ajustant certains paramètres que vous ne connaissez pas. Par exemple ici la résistance rotorique, et on se proposait de relever, d'identifier la résistance rotorique à partir de certains points mesurés dans un essai en charge sur un moteur asynchrone. Oui, donc c'est un essai tout à fait facile à faire en charge. Je relève quelques points, je connais la fonction que je dois avoir, elle contient un paramètre inconnu, et par une recherche du moindre coût, entre les points mesurés et la caractéristique que je veux dessiner, je vais pouvoir retrouver, par exemple, la résistance rotorique. Donc, des solutions, il y en a, même si elles ne sont pas abordées dans le cadre du cours ici, mais particulièrement sur le rotor du moteur asynchrone, ça pose un souci. Alors, une fois que vous avez écrit vos équations, vous avez identifié pratiquement les différents paramètres par des feuilles d'essai, vous avez interprété ces résultats, et puis vous voulez mettre le modèle dans Simulink. Alors ici, vous avez une petite vidéo que les automaticiens peuvent passer parce que ils font ça normalement assez rapidement. Mais c'est pour montrer un petit peu la démarche dans Simulink. Donc dans Simulink, vous avez la bibliothèque, ici, avec les différentes boîtes que vous pouvez utiliser. Et je vais montrer ici, dans la démarche, comment pouvoir implémenter par exemple un premier ordre, donc le premier ordre électrique. Donc la première chose à faire, c'est toujours de placer son intégrateur. En amont de l'intégrateur, on retrouvera le DI sur DT ici, si je veux représenter le premier ordre électrique. Et à droite de cet intégrateur, vous retrouverez le courant. Alors on connaît l'équation. L'équation c'est U moins E. Ouais, U moins E est égal à RI plus LDI sur DT. Et donc je vais commencer par faire U moins E. Alors ici on va placer deux constantes qu'on va mettre respectivement à 24 volts pour la tension d'entrée. Voilà. La force contre électromotrice, normalement dans une machine elle dépendra de la vitesse, mais pour simplifier ici, je vais prendre une constante aussi à 20 volts. On a des outils au niveau de la bibliothèque qui permettent de faire la soustraction et qui permettent de faire aussi des multiplications par un gain. Alors ici on commence par le gain. On est sur le courant, on va multiplier par une valeur qui est la résistance. Et donc la résistance ici qui est pris à 10-1. Et derrière ce gain, on obtient alors R fois I. On va travailler sur un deuxième gain qui va reprendre lui 1 sur l'inductance avec la valeur d'inductance qui vaut ici 10-3. Donc là on a mis 10-3, mais il faudra aller mettre 1 sur 10-3 pour avoir 1 sur L. Ok, puisque DI sur DT c'est U moins E moins RI sur L. Donc on va faire l'addition devant ce gain avec U moins E. Et on va rajouter une troisième entrée avec moins RI. Donc U moins E moins RI. Donc on a bien 2 moins. Et c'est fini. On a ainsi
mis la fonction de transfert, l'équation différentielle électrique. Et on va pouvoir aller observer les différentes grandeurs. Donc on va aller mettre le DI sur DT juste devant l'intégrateur. S'il veut bien venir. Voilà. Donc il doit être devant l'intégrateur. On va mettre le courant après l'intégrateur. Donc remarquez ici que c'est plutôt LDI sur DT que j'ai mis après l'intégrateur. Ouais. Une petite erreur, je vous laisserai corriger. Donc le DI sur DT est juste devant l'intégrateur, le 1 sur S, le I est juste après. D'accord. Et on va afficher donc le courant et la tension. Donc on va mettre 2 entrées sur le scope. Voilà, donc comme ça on aura le courant qu'on va mettre en dessous et la tension d'entrée qu'on va mettre au-dessus. Et vous avez fait le modèle d'une bobine. On lance la simulation. Alors, on avait pris un L pour rappel de 10-3 et on a pris un R de 10-1, ce qui nous donne une constante de temps de 10 millisecondes. On a fait une simulation ici sur 10 secondes par défaut. Donc on va les zoomer sur les millisecondes et donc on va voir que en 10 millisecondes, on a atteint 66% de la valeur finale. Donc le courant a bien monté exponentiellement suite à l'échelon de tension en 24 volts. Donc voilà le départ de la modélisation dans Simulink. Et bien sûr, à partir de là, on va pouvoir implémenter soit un moteur courant continu, soit un moteur asynchrone, soit un moteur synchrone. Pour l'instant, on est au stade de la bobine, on est bien d'accord, on n'a pas encore mis l'équation mécanique, mais vous pouvez compléter avec l'équation mécanique, bien sûr. Alors au niveau simulation, c'est un exemple, les mécaniciens et les électroniciens ne doivent pas savoir faire ça, mais peuvent le faire. Vous voyez que c'est pas très compliqué, le petit exemple ici essaie de vous donner goût. Par contre, les automaticiens auront dans une UE annexe, qui s'appelle dynamique des systèmes électriques au niveau de l'activité, vont faire des modèles de moteurs dans Simulink avant de passer en temps réel. Alors une deuxième manière de faire, comme on est en train de le faire ici, c'est de travailler avec la fonction de transfert directement. Puisque vous avez vu dans la bibliothèque, il y a moyen d'aller chercher la fonction de transfert. Alors à ce moment-là, on a U-E qui est l'entrée de la fonction de transfert. On a une fonction de transfert avec 1 sur R sur taux S plus 1. Et on va sortir, si on va aller changer le numérateur qui n'est pas correct, puisque c'est 1 sur R, avec R qui vaut 10 moins 1. Voilà. Donc on a une fois la fonction de transfert. Et même chose, on peut aller chercher le courant et la tension, et bien sûr on aura le même résultat. Donc vous modélisez ça avec la première approche, ou avec la deuxième approche, bien sûr on aura la même chose. Alors quand même un petit avantage pour la première méthode au-dessus, c'est que si par exemple vous vouliez aller modifier le L en fonction du courant, par exemple pour simuler la saturation, vous allez être moins vite embêté dans le modèle du dessus que dans le modèle du dessous. Donc en termes de résultats, comme on voit là, c'est la même chose, mais peut-être qu'en termes de facilité de manipulation, c'est peut-être plus simple, on a plus facilement accès aux différents paramètres que de les cacher dans une fonction de transfert. Donc généralement, on préférera la méthode du dessus. Alors, une dernière chose qu'on peut voir dans Simulink, c'est qu'il y a moyen de faire un sous-système, parce que quand vous allez avoir par exemple un bloc et vous voulez avoir la fonction électrique, puis la fonction transfert mécanique, puis vous allez dire ça c'est mon moteur, puis vous allez dire je vais mettre l'électronique, puis je vais mettre ma régulation, ça commence à faire beaucoup de blocs, et donc vous pouvez créer des systèmes
que vous pouvez paramétrer en créant ici un masque et en allant définir vos différents paramètres. Donc vous ajoutez les paramètres qui sont la résistance, l'inductance, etc. Par exemple, ici on va rajouter un paramètre résistance juste pour l'exemple. Donc on met son nom, on met le nom de la variable. Et bien sûr, il faut aller à l'intérieur de votre modèle pour aller changer le R qui était fixé à 10-1. Et il ne faut pas bien sûr oublier d'aller changer par R maintenant, ou résistance, je ne sais pas comment vous l'appelez, on voit ici R, et mettre la valeur. Alors quand vous cliquez 2 fois sur le bloc, vous pouvez lui imposer la valeur de la résistance. Si vous voulez rentrer dans le bloc, vous appuyez sur la petite flèche et vous savez rentrer dans votre bloc. Mais évidemment, pas oublier d'aller changer la valeur de résistance parce que sinon elle ne s'adaptera pas toute seule. Donc il faut aller dans le gain et dire que là, on va avoir R. Et il le retrouve lui-même d'ailleurs puisqu'il vous propose directement le R de résistance. Voilà, un petit exemple Simulink, donc pour montrer une fois aux mécaniciens comment ça fonctionne, montrer aussi que c'est pas super compliqué. Alors la grosse difficulté, parce que je vous mentirais si je vous disais que c'est simple, il y a quand même une grosse difficulté, et c'est là qu'on coince généralement avec les automaticiens, lorsqu'on fait les exercices, c'est que lire un code c'est facile. Donc vous voyez ici, voilà, ça c'est joli, c'est facile à faire, ça a l'air tout bien, tout joli. Maintenant, quand vous allez compliquer votre modèle, ici on est sur la modélisation d'un bobinage, puis on va vouloir modéliser un moteur électrique, un moteur d'essai, puis un moteur asynchrone, puis une commande vectorielle de moteur asynchrone. La difficulté, c'est de perdre le sens physique, clairement. Donc si à un moment donné, vous ne faites pas l'effort de dire je vais repartir de 0 et je vais essayer de comprendre le sens de chaque bloc, et pas simplement voir ça comme une implémentation de formule dans Simulink, alors vous allez coincer. Parce que si vous utilisez la méthode où j'implémente les équations sans réfléchir, vous perdez le sens physique, et lorsque vous allez devoir interpréter vos différents résultats sur les différents oscilloscopes, vous allez clairement être coincé. Donc quand vous faites ça, un petit conseil simplement, et d'ailleurs c'est ouvert à tout le monde, à tous les étudiants, vous pouvez le faire, on peut en discuter, mais il faut absolument essayer de garder le bon sens dans ce que vous faites, et pas repartir de quelque chose d'existant où on va essayer d'aller se dépatouiller pour juste que ça tourne. Que ça tourne, c'est bien, qu'il n'y ait pas de message d'erreur, mais qu'on puisse interpréter les résultats, c'est beaucoup mieux évidemment, c'est ça le but. Donc voilà pour la modélisation. Alors il y a un deuxième type de modélisation, si ça vous intéresse, avec une autre logique. Donc c'est plus une logique où on va modéliser et voir la machine comme un système. Ici vous allez directement chercher dans la librairie, dans Simscape, vous pouvez aller chercher dans l'outil SimPower, vous allez retrouver des machines toutes faites, et même des systèmes d'entraînement tout faits. Regardez ici, vous pouvez aller chercher dans Power System, dans les machines asynchrones, les machines à aimant permanent, et vous pouvez même aller chercher directement des entraînements. Donc directement où vous avez l'électronique de contrôle, la régulation, tout est fait. Donc toutes les simulations qu'on va parler ici jusqu'à la fin du cours, tout ça se trouve... alors c'est sous forme boîte noire, parce que vous pouvez pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur, on peut aller voir un petit peu, mais à un moment donné, vous allez coincer. Et donc finalement ici, l'intérêt que ça a peut-être, c'est que c'est une logique câblée. C'est-à-dire que par exemple, je prends un transfo dans la librairie, je le mets ici, voilà, on a le transfo. Je vais aller voir à l'intérieur ce qu'il y a, je vais être coincé. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui l'a protégé. Ok, c'est assez logique. Donc là, je n'ai pas accès. Ce que j'ai accès, c'est en cliquant 2 fois dessus, des paramètres que je peux modifier. Alors, faut faire attention que ça tourne généralement donc en discret et pas en continu, comme on l'a vu précédemment. On reparlera du discret et du continu un peu plus loin dans la suite du chapitre ou du cours. Et regardez par rapport à ce qu'on vient de faire au niveau fonction de transfert, ici c'est fondamentalement différent parce que je prends une source de tension et je fais une connexion électrique vers mon transformateur. Et là je vais connecter électriquement le secondaire sur une charge RL. Si je veux visualiser le courant, c'est plus aller observer une grandeur courant, c'est faire une mesure de courant. Donc je prends un ampère-mètre ici, que je vais placer entre là et là en série, et je vais sortir pour visualiser la valeur courant de mon ampère-mètre. Même chose ici, si je veux regarder la tension du primaire, et là si je veux voir la tension sur le secondaire. Donc vous voyez, c'est plutôt une logique câblée
Et ici, la machine n'est pas vue comme un système, mais comme une vraie machine. Donc vous aurez l'avantage de visualiser toutes les grandeurs. Alors attention que les découpages en haute fréquence, ça va ralentir très fort la simulation. Et donc quand vous allez chercher ces blocs-là, c'est pas toujours facile à paramétrer. Quand vous changez les paramètres du moteur, c'est pas dit que ça va continuer à fonctionner. Donc il y a tout un travail comme ça de réflexion pour pouvoir faire tourner chacun des blocs. Mais il faut avouer que c'est quand même relativement bien fait et très pratique pour aller observer des solutions toutes faites au fait. Hein. D'accord. Et donc on n'est pas au niveau modèle ici, on est plutôt au niveau machine et regarder ce qui se passe comme si on le câblait. Donc ça c'est pour information pour ceux qui en ont besoin peut-être un jour dans leur TFE ou plus tard. Alors, dernière partie, donc pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Pourquoi avoir mis en équation? Pourquoi avoir identifié? Pourquoi faire un modèle? Parce que votre modèle va permettre de développer par exemple le contrôle. Qu'est-ce que j'entends par contrôle? Vous avez ici une consigne de position, une consigne de vitesse. Hein, donc on va noter setPoint, SP, dans les différents chapitres. Et on doit comparer ça par rapport à une mesure. Si on fait une boucle fermée, qu'on va noter ici les mesures, on va noter point value, donc c'est les retours de vos mesures, par exemple des mesures électriques qui sont faites ici à l'entrée du moteur, des mesures mécaniques qui sont faites au niveau de l'arbre du moteur. Il y aura ici un bloc pour traiter ces mesures. D'accord, il va falloir on appelle ça le data processing pour essayer que on puisse les interpréter et les sortir de manière correcte pour pouvoir entrer ici au niveau de la régulation. Vous avez la boucle de régulation ici, hein, la structure de réglage. Et finalement, toute cette partie-ci, c'est ce qu'on va étudier dans cette partie du cours. C'est comment est-ce qu'on peut en boucle fermée contrôler non plus en boucle ouverte la tension qui est ici. En boucle ouverte, on dirait je vais aller plus vite, je monte le U ici, je mets ça dans un PWM, je sors les états ouverts et fermés pour mes interrupteurs, j'ai le gate drive qui adapte le niveau bas signal vers les niveaux pour les différents gates des interrupteurs. Ça peut être 2 sur un bras ici, ça peut être 4, ça peut être 6 pour un onduleur. Et vous mettez ici verticalement la puissance avec l'alimentation. Ça peut être le réseau redressé, ça peut être une batterie, etc. Donc votre étage de puissance ici, et puis ici vous avez la machine. Donc toute la puissance est mise verticalement. Et à gauche, on va retrouver ici toute la partie contrôle qui va nous occuper principalement dans ce chapitre-ci. On ne va plus reparler du gate drive, on en a déjà parlé avant, on va quasiment plus reparler du PWM, on en a déjà parlé aussi dans les parties précédentes, mais on va essayer de se focaliser à comprendre ce qu'il faut mettre ici en termes de régulation pour passer d'une boucle ouverte, où j'attaquais le U ici directement avec mon potentiomètre de consigne, à une boucle fermée, en vitesse, en position, en couple, etc., une boucle fermée, donc qui nécessite alors bien sûr d'avoir des mesures. Alors en fonction du type de machine que vous avez, le U ici, si c'est en continu, je modifie l'amplitude de la tension. Je vais aller plus vite, la tension va monter. La tension, ce sera toujours ici la sortie de votre régulation, on est bien d'accord. Si l'entrée c'est de modifier avec un potentiomètre la consigne de vitesse, la sortie de votre régulation, de toute façon, ce sera de modifier la tension. Pourquoi? Parce que on va piloter dans un moteur d'essai sa vitesse via sa tension. Dans un moteur à courant alternatif, il y a deux types de commandes. Il y a la commande scalaire, où on traite les grandeurs scalaires, et la commande vectorielle, où on traite les grandeurs vectorielles, donc c'est-à-dire les grandeurs instantanées. Donc en commande scalaire, on veut aller 2 fois plus vite sur un moteur à courant alternatif. On fait x2 la tension efficace, on fait x2 la fréquence. Attention que le U ici maintenant c'est de l'alternatif. Et on va aller 2 fois plus vite. Ça c'est en boucle ouverte. Si vous êtes en commande vectorielle, là vous allez travailler sur la valeur instantanée de la tension. Et donc là vous devez positionner votre vecteur et donc la phase intervient en plus. Donc finalement ici, ce sera modifié un U RMS racine de 2 sinus 2 πf fois t plus phi, le déphasage. Donc ça c'est une commande vectorielle. On va travailler sur une valeur instantanée de la tension, alors à ce moment-là, c'est les commandes les plus avancées, c'est aussi les commandes les plus compliquées, et donc on va passer du temps à essayer de comprendre exactement ce qu'on fait à ce niveau-là. Oui, donc bien comprendre que en boucle ouverte, vous n'avez pas ceci, ça c'est la couche qu'on vient rajouter
Les boucles ouvertes, ça a déjà été étudié généralement dans les chapitres ou les cours précédents. On est en boucle fermée. Et alors, en fonction du type de moteur, un moteur DC, je vais le plus vite, j'augmente la tension. Un moteur AC, j'augmente la tension et la fréquence. Et éventuellement, en AC, je peux aussi aller placer le vecteur pour aussi contrôler la phase. À ce moment-là, j'ai une commande vectorielle. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse boîte? Donc, la boîte ici de régulation. On va mettre des régulateurs. Et les régulateurs qu'on utilise généralement pour piloter les machines, ce sera des régulateurs de type PI, proportionnel intégral. Généralement, le D n'est pas utilisé. On peut l'utiliser. Il n'y a pas non plus que des PI. Il y a des régulations qui peuvent se faire par state space. Et donc, c'est des régulations que dont vous discuterez, par exemple, avec Monsieur De Bruyne, dans le cadre d'autres vues. Moi, généralement, je vais prendre ici un régulateur PI. Alors, le PI, vous pouvez avoir encore des variantes. Vous pouvez mettre les termes P proportionnel intégral en série. Vous pouvez les mettre en parallèle. Vous pouvez avoir différentes configurations possibles. Ici, c'est une configuration où vous avez le terme P ici, qui va réagir proportionnellement à l'erreur. Vous mettez une consigne de courant, iSetPoint. Vous avez la mesure de courant qui revient ici, iPointValue. Vous faites la différence entre les deux. Vous avez l'erreur. Et le régulateur propose de réagir proportionnellement à l'erreur. Si l'erreur est très grande, il va réagir très vite. Si l'erreur est petite, il va réagir moins vite. Et puis vous avez le terme intégral. Important, pourquoi? C'est parce que si vous mettez simplement un terme proportionnel, la consigne ne sera jamais atteinte. Il y aura toujours une erreur statique. Donc on met un terme intégral ici, avec un intégrateur. Ouais. Donc ici, votre intégrateur est caractérisé par une constante de temps ici, au dénominateur. Et derrière votre régulateur, vous devez aussi saturer la sortie. Pourquoi? Parce que la sortie, ce sera par exemple jouer sur la tension à l'entrée du moteur. Donc vous régulez votre courant, et l'effet, c'est un impact sur la tension. Vous ne pouvez jamais avoir bien sûr la même grandeur à l'entrée et à la sortie d'un régulateur. Quand vous chauffez chez vous, vous régulez la température de consigne par rapport à la température mesurée, et derrière, vous ne changez pas la température, vous changez le débit d'eau qui va passer dans votre radiateur. Mais ici, c'est la même chose, vous avez une régulation en courant, et elle impacte la tension que vous changez au niveau de l'onduleur. Alors, ça veut dire que vous devez saturer la sortie, parce que si à un moment donné, ici, vous dites, j'ai une consigne de courant qui est égale à 1 ampère, j'en mesure 0, il réagit par rapport à l'erreur qui est grande, et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit tape à fond. Donc il met la tension maximum. Sauf que le bobinage au niveau du moteur ne supporte pas une tension supérieure à sa tension nominale, ou 1,2 fois la tension nominale. Donc bien sûr, on doit saturer ici à plus la valeur de tension nominale et moins la valeur de tension nominale. Donc, une dernière chose, c'est que ici, l'intégrale, vous me direz pourquoi est-ce qu'elle n'est pas derrière le terme intégrateur? C'est parce que si vous mettez du P, du I, puis la saturation, vous allez avoir un problème au niveau du terme intégral, dont je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que c'est plutôt des considérations des courbes automatiques, mais mettre le terme de saturation à l'intérieur de l'intégrale, c'est ce qu'on appelle le système anti-wind-up, et qui permet d'éviter des problèmes, de faire saturer en fait votre intégrateur. Donc ça c'est le régulateur qu'on va placer. On va pas passer qu'un régulateur, il y en aura plusieurs, puisqu'ici ce n'est qu'une régulation que en courant. Comment est-ce que je peux faire si je veux réguler en courant, mais que je veux réguler en vitesse aussi? Alors on va imbriquer plusieurs régulateurs ensemble. Ici par exemple vous avez le régulateur en courant qu'on vient de montrer. Et ce qu'on propose, c'est de mettre le régulateur en vitesse en amont. Donc on va avoir une régulation en vitesse ici, vitesse de consigne, vitesse mesurée, régulateur de vitesse, donc c'est le même qu'au slide précédent, sauf qu'il est en vitesse. On sort alors une consigne de courant, et ici la consigne de courant est comparée avec la mesure de courant, pour passer dans le régulateur de courant qu'on a vu au slide précédent. Toujours avec cette saturation, il faut limiter les valeurs de sortie. Et enfin, on a la tension
qui va agir sur l'électronique de puissance, mais indirectement sur le moteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une régulation en cascade. Vous avez régulateur de vitesse, régulateur de courant. Alors il y a une condition pour que ça marche qui est indispensable, c'est que la boucle interne soit beaucoup plus rapide que la boucle externe. Donc autrement dit, il faut que la constante de temps ici soit beaucoup plus petite que la constante de temps ici de la boucle en vitesse. Alors dans les moteurs électriques, puisque c'est une règle tout à fait générale, dans les moteurs électriques, ça marche pas trop mal. Pourquoi? Parce que vous avez la constante de temps électrique qui vaut L sur R, la constante de temps mécanique, on l'a montré, c'est J sur F, et généralement, dans les machines, on se doute bien que la réaction au niveau électrique va être beaucoup plus rapide que la réaction au niveau de la vitesse mécanique. Quand vous démarrez un moteur, le courant va réagir vite par rapport au fait que la vitesse puisse s'établir. Donc ça veut dire que généralement pour les moteurs électriques, cette boucle en cascade, finalement, convient très bien. Alors, qu'est-ce qu'on ferait si ce n'était pas le cas? On pourrait quand même se poser la question, si on avait des tout petits moteurs qui ont très très peu d'inertie, on pourrait se dire, tiens, si jamais mes constantes de temps électriques ici et mécaniques étaient proches, qu'est-ce que je peux faire alors si je peux pas faire une cascade? Il y a d'autres solutions qui sont très peu utilisées, mais qui existent quand même, par exemple la régulation et des contrôleurs en parallèle, où on aurait un switch pour passer d'une régulation à l'autre, vitesse ou courant. Avec malheureusement le délai ici pour switcher de l'un à l'autre qui serait assez gênant. Donc c'est pas conseillé, mais dans le cas où la structure en cascade ne peut pas fonctionner, ça peut être une solution de secours. Alors toujours dans le contrôle, on est d'accord, on va mettre des régulateurs, on va les mettre en cascade, un régulateur de vitesse, régulateur courant. On sait qu'à l'intérieur du régulateur, il y a un terme P, un terme intégrateur et une saturation. La question est, comment est-ce que je vais trouver les paramètres de régulateur? Par exemple, pour mon régulateur en courant toujours, je l'ai repris ici. Comment est-ce que je connais la valeur du K ici, du gain, et comment est-ce que je connais la valeur de la constante de temps ici, de mon terme intégral? Alors vous direz, les automaticiens vont faire ça par essai-erreur, et puis on va essayer des valeurs, et puis on va voir si ça marche. Alors, ça c'est bien, mais si vous êtes sur le système direct et que vous mettez des valeurs qui sont farfelues, vous pourrez avoir de la casse derrière. Donc ça, on peut pas vraiment se le permettre au niveau pratique. Donc l'idée d'avoir un modèle Simulink, c'est pour pouvoir développer la régulation qui est derrière. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on ne parle même quasiment pas du découpage au niveau du contrôleur, parce que le découpage ne va rien apporter par rapport à l'étude sur le contrôle. Donc, dans nos modèles, finalement, faire ressortir le découpage, ça n'a que très peu d'intérêt. Au contraire, ça va ralentir très fort votre simulation. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux trouver ces paramètres-là sans rentrer dans des considérations automatiques hyper avancées. Je vous aurai une recette de cuisine très simple. Et la méthode la plus simple ici, qui est proposée par M. De Bruyne dans son cours d'ailleurs Practical Process Control, c'est la méthode IMC. Alors la méthode IMC, c'est un tableau qui marche pour les machines électriques, mais qui fonctionne aussi pour toutes les autres applications possibles et inimaginables. Ça revient à définir une fonction de transfert de votre process. Donc ici par exemple, mon process c'est la fonction de transfert électrique. La fonction de transfert électrique de mon moteur, on a vu que c'était celle-ci. Donc ça c'est défini comme étant mon process. Et j'essaye de faire en sorte que mon process soit un des cas du tableau ici. A, B, C, D jusque I. Ici, si vous regardez, ça c'est un premier ordre. Le premier ordre, c'est le cas A du tableau. Vous voyez, si vous avez un premier ordre. Alors on pourrait dire que si le L par rapport au R est très grand ou très petit, on pourrait simplifier la vie et arriver à un cas d'un intégrateur. Vous voyez? Mais voilà, le premier ordre reste assez simple, donc retenons qu'on est dans un cas A du tableau. Alors, on peut identifier les paramètres du process. On nous demande de trouver le K. Le K, ce sera le numérateur, 1 sur R. Et la constante de temps taux, c'est L sur R ici. K et taux, ce sont les paramètres du process. Et on va définir les paramètres du régulateur en fonction des paramètres du process. Les paramètres des régulateurs,
le gain sera donné par cette colonne-ci, le terme intégral par cette colonne-ci, et le terme dérivé par cette colonne-ci. Vous voyez qu'on nous propose de ne pas mettre de terme dérivé dans notre cas A, qui est un premier ordre. Par contre, on propose de mettre un terme intégrateur, qui est une constante de temps tau i, qui est égale à tau. Tau, c'est la constante de temps en boucle ouverte, donc c'est L sur R, c'est la constante de temps de mon process. Je prends la même chose pour tau i, que je viens placer dans le régulateur ici. Vous voyez, ça c'est assez simple. Vous prenez la même constante de temps pour l'intégrateur par rapport à la constante de temps du process. Bon, ça c'est facile. Alors, le gain, il ne reste plus que ça. Ben, le gain, combien est-ce que je prends? Alors, on vous propose de prendre un KC, c'est ça l'inconnu. Hein. Le KC, c'est ce que je dois mettre ici dans mon terme proportionnel. Et on propose de prendre un KC qui vaut 1 sur K. Attention, dans le tableau, on vous donne KC fois K. Donc, ce sera 1 sur K. Tau sur tau C. Alors, tau, c'est facile, il est là. Le K, il est là, ce sont les paramètres du process. Et le tau C, c'est un degré de liberté supplémentaire. Alors, c'est quoi ce degré de liberté? C'est la constante de temps que vous souhaitez avoir lorsque vous allez avoir une boucle fermée. Quand vous étiez en boucle ouverte, vous aviez une certaine fonction de transfert avec une certaine constante de temps L sur R. Et ce qu'on vous demande, c'est, maintenant vous êtes en boucle fermée, avec une régulation, comment vous voulez que votre système réagisse? Est-ce que le système doit réagir plus vite qu'en boucle ouverte? Moins vite? Ce sera un peu dommage. Ou la même chose? Si c'est la même chose, vous prenez un tau C qui est égal à tau. Si vous voulez aller 2 fois plus vite en boucle fermée qu'en boucle ouverte, vous prenez 1/2. Si vous voulez aller 3 fois plus vite, vous prenez 1/3 sur la constante de temps. Donc le cas évolue en fonction de ce que vous voulez, c'est un degré de liberté. Alors, une fois que vous avez établi ça, si je remplace ici le K par 1 sur R, le tau sur tau C par 2, on va retrouver ici 2R pour le KC. Donc ça dépend de la valeur de la résistance du bobinage. 2R, je viens le placer là, et j'ai mes paramètres du régulateur. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. C'est une recette de cuisine. Alors si votre process ressemble à un ordre 2, vous pourriez avoir ceci, et on vous donnerait des autres paramètres, des autres formules bien sûr. Ouais. Si c'est un intégrateur pur, on vous donnerait d'autres formules aussi. Mais c'est assez simple parce que les paramètres des régulateurs dépendent des paramètres du process. K tau ici, K tau 1, tau 2, etc. Donc ça c'est un exemple d'application et on va reprendre cet exemple-là pour pouvoir faire le tuning des régulateurs dans les différents cas, donc dans les machines, que ce soit la machine d'essai, la machine asynchrone ou la machine synchrone. Alors une remarque quand même importante là-dessus, c'est que ça vous donne un set de paramètres de base pour votre régulateur. Mais ce n'est pas les paramètres qui vont vous donner la meilleure réactivité, les meilleurs résultats. Donc par exemple le meilleur temps de réponse, l'erreur statique la plus faible, pas d'oscillation. Ça, ce sont des critères de perfectionnement, je vais dire. La méthode IMC vous donne des paramètres de base. Et puis après, c'est avec soit l'essai-erreur, soit avec l'expérience, qu'on peut aller affiner, ajuster ces paramètres-là. Et au pire des cas, on fera appel à un automaticien qui a plus l'habitude pour tuner ces paramètres-là. Mais, je répète encore une fois, l'avantage d'avoir fait toute cette démarche, c'est de pouvoir travailler en simulation, et quand vos paramètres sont bons en simulation, les envoyer sur votre système réel. Alors, un dernier problème peut-être au niveau de la régulation auquel on va être confronté, et que j'amène déjà ici parce qu'il est très important, c'est que si dans votre régulateur PI, vous êtes en alternatif, donc vous avez par exemple un courant alternatif de consigne, un courant alternatif de mesure en mauve, en rouge c'est la consigne. Le régulateur regarde l'écart entre les deux et il fait l'écart entre le rouge et le mauve. Donc là l'écart est grand, puis diminue, puis change de signe,
puis il réaugmente, il change de signe, il devient plus grand, etc. Donc vous êtes bien, si vous mettez à la place du régulateur, vous êtes bien conscient que le régulateur ne va pas savoir annuler l'écart entre la consigne et la mesure, puisqu'elle varie tout le temps. Donc le régulateur, il va pas toucher, et il va pas s'en sortir. Donc ça veut dire que pour la régulation des machines à courant alternatif, on serait un peu foutu. Et heureusement, il y a une solution mathématique très intéressante, qui sont les transformations matricielles, qui permettent de transformer un système triphasé, vous avez 3 grandeurs, avec un effet d'inductance mutuelle entre les bobines. Étant donné qu'il y en a peut-être une qui tourne par rapport à l'autre, ici à le rotor par rapport au stator, vous avez un angle qui varie. Vous avez des grandeurs qui sont sinusoïdales à réguler. Donc ça se complique très vite, on verra ça. Et donc la solution, c'est de passer par une double transformation matricielle. La première, c'est ce qu'on appelle la transformée de Clark ou sa variante, la transformée de Concordia, qui permet de repasser dans un repère à 3 bobines vers un repère fictif à 2 bobines. Okay, il n'existe pas, c'est une autre manière de représenter le bobinage triphasé qui donnerait le même résultat, d'accord, via 2 bobinages fictifs placés ici à 90 degrés. Pourquoi 90 degrés? L'avantage, c'est que vous allez annuler les effets d'inductance mutuelle. Donc ça va être un gros avantage. Mais ça n'a toujours pas résolu notre problème ici de réguler des grandeurs alternatives. Ce que vous allez simplement avoir en passant de là à là, c'est que là vous aviez 3 sinus déphasés à 120 degrés, là vous avez 2 sinus qui sont déphasés à 90 degrés. Par contre, la deuxième étape permet de solutionner notre problème. C'est la transformée de Park, très importante. Et la transformée de Park propose d'avoir un repère toujours biphasé ici, mais non plus alpha-bêta, mais noté DQ, direct quadrature. Et la grosse différence entre ces 2 bobines-là fictives toujours et ces 2 bobines-là, c'est que celles-ci sont tournantes et celle-ci était fixe. Donc on va passer dans un repère tournant qui va tourner à une certaine vitesse qu'il faudra définir, et le fait de tourner à la bonne vitesse va rendre vos grandeurs constantes. Constantes en régime permanent bien sûr. Hein. Donc finalement, au lieu de réguler ici 2 grandeurs alternatives, vous allez ici, grâce à la transformée matricielle, pouvoir vous ramener à des grandeurs directes et quadratures qui sont des grandeurs constantes, et à ce moment-là, vous allez pouvoir les réguler en les comparant comme si vous aviez des grandeurs d'essai. Donc en fait, ça revient faire une machine d'essai équivalente d'une machine triphasée. Ouais. Et ça permet non seulement d'avoir plus d'effets mutuels et de simplifier les matrices à inductance, mais surtout d'avoir des valeurs qui sont continues en régime permanent, de telle sorte à ce qu'on puisse faire une régulation et s'en sortir par rapport au problème que j'avais évoqué juste ici. Donc ça, on en revient. Les matrices de transformation vont être redémontrées et revues de A à Z. Donc on en reparle dans les machines à courant alternatif. Bon, une fois que toute la démarche est finie, on a mis en équation, on a fait l'identification, on a mis un modèle dans Simulink, on a fait de la régulation dans Simulink, et il reste quand même le plus important. Hein, et souvent je pose cette question-là aux automaticiens quand ils ont fini de passer des journées de travail sur le contrôle en simulation. Je dis mais finalement à quoi ça sert tout ça? Il n'y a pas beaucoup qui savent répondre. La réponse est très simple et très importante. C'est que une fois que ma régulation est développée en simulation, je vais la faire passer sur mon système réel. Donc par exemple sur mon variateur. Sur le variateur de fréquence, j'ai accès aux paramètres du régulateur, PID, via le PC que je connecte au variateur, PID en courant, PID en vitesse. Et donc, c'est là que je pourrais aller changer les paramètres. Alors, c'est pas conseillé de les changer si c'est pas nécessaire, et si on n'a pas d'expérience, pour éviter de faire de la casse, mais dans certaines applications, bien sûr, ça a tout son sens. Et donc, ça veut dire qu'au sein de votre variateur, que ce soit un hacheur, un onduleur, un drive, donc un variateur de fréquence, vous avez bien sûr l'élément indispensable qui est le processeur ou le FPGA. Il existe par exemple des processeurs, si vous en cherchez, qui sont spécialement conçus pour, enfin en tout cas qui sont suffisamment rapides pour pouvoir développer des algorithmes de contrôle de moteur, comme par exemple le DSP qui est représenté ici chez Microchip. Alors il ne suffit pas que d'avoir un processeur sur lequel je vais programmer ma régulation. Juste petite
parenthèse, on pourrait aussi faire la régulation en analogique, d'accord, et donc faire des PID en analogique, mais c'est quand même devenu relativement peu courant aujourd'hui. On préférera travailler en digital où on peut aller modifier assez facilement le programme plutôt que d'aller modifier un composant sur la carte électronique. Donc on est plutôt en solution digitale, mais il faut aussi lui associer des interfaces d'entrée et sortie. Par exemple, si vous faites une mesure de courant, il faut bien se dire que physiquement c'est un lemme de courant qui va avoir un fil qui le traverse et qui va sortir une tension qui est proportionnelle au courant qui va la traverser. Donc ça veut dire que pour rentrer sur mon processeur et faire la régulation en courant, il faut que je puisse faire une acquisition de données, par exemple par une carte d'acquisition spéciale, qui va me ressortir en 3V3 par exemple un signal pour pouvoir être traité au niveau du processeur et faire la régulation. Remarquez aussi que vous avez des processeurs peut-être plus rapides pour faire ce genre de choses-là, qui sont les FPGA, qui permettent de faire une quantité de calcul plus importante et qui tournent en tout cas plus vite, qui exécutent le code plus vite. Alors pour cette valeur de courant, j'aurais besoin, je prends ici les différentes terminologies usuelles, d'un ADC. Donc l'ADC, c'est le convertisseur analogique digital, donc qui va permettre de convertir un signal qui évolue en analogique, par exemple le courant, mais qui va le discrétiser en digital pour pouvoir être traité par le processeur. Alors si je regarde la sortie de mon processeur, c'est quoi? Si on va revoir la sortie de mon processeur, ici, donc lui il va calculer tout ça, et il va sortir ici des états ouverts fermés, donc des états 0, 1, pour les interrupteurs de puissance. Donc ce que j'aurais besoin, c'est de sorties, qu'on peut appeler les sorties IPWM, qui sont des sorties spéciales, pour pouvoir sortir du 0 à 1 à haute fréquence, puisque c'est un signal qui va être découpé par exemple à 10K. Donc il y a des changements 0,1 qui sont à haute fréquence, et donc des sorties IPWM qui sont en fait l'issue, la sortie de la comparaison d'un signal triangulaire avec la tension de consigne. Donc sur une carte comme celle-ci, on va retrouver des sorties par exemple IPWM. Et de manière tout à fait générale, quand vous allez avoir une carte d'interfaçage, vous aurez des General Purpose Input-Output, donc ce sont des entrées-sorties configurables. Vous pouvez définir vous-même ce que vous mettez sur telle ou telle entrée-sortie. Par exemple ici, vous avez sur la carte tout plein d'entrées-sorties. Vous avez des ADC, vous avez des IPWM, vous avez des GPIO, et finalement vous allez pouvoir sur la carte ici définir sur certaines GPIO par exemple que vous rentrez avec des capteurs FEO, s'il n'y a pas des entrées dédiées pour ça. Donc finalement, quand vous associez votre processeur ou votre FPGA avec l'interface d'entrée-sortie, vous allez avoir des solutions existantes, soit c'est votre variateur de fréquence et vous ne le voyez pas parce que c'est dedans, c'est beau, c'est fermé, et vous avez simplement un câble qui rentre pour l'interfaçage avec votre PC, ou via un automate, parce que l'automate il aimerait bien non peut-être pas faire tourner la régulation, parce que l'automate ne sera pas capable de le faire, mais peut-être plutôt gérer des entrées-sorties. Par exemple, votre charge c'est un ascenseur, il faut lui donner un état, l'ascenseur doit démarrer, donc lui donner une entrée à 1, ça c'est lent, l'ascenseur arrive au bout de sa course, hop, il doit s'arrêter, donc c'est le calcul plus lent, lui peut être fait ici dans un automate qui communique directement avec votre variateur, donc via un mode de communication à définir, les différents types de communication. Là je fais un lien avec le cours de Monsieur Rouchard, où on aurait soit du Modbus, soit on peut travailler en CAN, etc. Donc les différents protocoles. Et donc finalement, votre ensemble ici, si vous voulez développer par exemple vous-même, ça c'est votre variateur, il y a ça dans le variateur, mais si vous voulez développer vous-même, vous avez des cartes ici, des solutions embarquées, où vous pouvez faire tourner le code. Et donc là par exemple, sur le MyRio de National Instruments, vous trouvez un processeur et un FPGA. Donc on pourrait dire au FPGA, occupe-toi de faire tourner le code rapide, et au niveau du processeur, fais tourner ce qui est un peu plus lent, par exemple la supervision.
Donc voilà, vous avez les entrées et sorties qui sont générées ici sur le côté aussi, et là, donc vous allez pouvoir lui définir des entrées et sorties. Alors on fait de plus en plus, et je pense que vous êtes un peu habitué avec ça dans le projet de première avec la carte Arduino. Donc la carte Arduino qui s'est tellement développée qu'aujourd'hui elle permet aussi de faire de belles choses en termes de contrôle moteur, même si on n'arrive pas là à la cheville de ce qu'on peut faire au niveau d'un FPGA. Vous avez chez Texas Instruments le C2000. L'avantage du C2000, c'est le processeur donc, qui est ici, sur la carte, avec toutes les entrées et sorties qui sont là sur le côté. L'avantage du C2000, c'est qu'il peut travailler directement à partir de Simulink. Et puis vous pouvez avoir aussi un PC industriel, c'est-à-dire un PC qui est dédié et qui fait tourner. Vous n'avez pas d'écran, mais c'est là que vous allez faire tourner votre code. C'est par exemple le cas du système Triphase que vous aurez peut-être au laboratoire. Donc ça, ce sont toutes des solutions voilà, où on pourrait envoyer notre code, notre régulation, pour piloter le moteur. Et dans votre variateur de fréquence, là on est plutôt au niveau du module caché, je vais dire, à l'intérieur de la fameuse boîte variateur. Et vous ne voyez alors que de la supervision avec un PC et éventuellement de l'envoi de commandes plus lentes par des entrées numériques sur le variateur. Alors il faut coder tout ça aussi. Généralement le code qui sera utilisé c'est le C. Et heureusement il y a moyen d'avoir d'autres types de codes. Bon évidemment c'est toujours une compilation qui va se faire et on va toujours au final recompiler en du C. Mais par exemple comme je l'ai dit tantôt le C2000 peut se piloter directement par Simulink, soit en external mode, soit en mode déployé. Donc external mode vous gardez une supervision sur le PC et en mode déployé vous déployez votre code sur la cible et à ce moment-là votre carte est autonome. Vous avez aussi au niveau du MyRio un code qui peut se faire à partir de LabVIEW qui est assez puissant aussi. Mais donc que ce soit LabVIEW, Simulink, vous avez des moyens de compilation. Vous pouvez compiler du Simulink sur LabVIEW. Vous pouvez faire beaucoup de conversions comme ça de type de code, mais à chaque fois vous allez passer donc par une recompilation. Mais au final, ce sera toujours généralement du C. Voilà, un tour d'horizon donc vraiment pour les aspects plutôt macroscopiques, avant de rentrer maintenant dans chacun des chapitres, mais pour bien comprendre ce qu'on va y faire, je voulais vraiment insister là-dessus. On va développer le code qui se trouve au fait sur le chip à l'intérieur de votre variateur de fréquence. C'est vraiment ça le challenge. Et je trouve que ce serait intéressant de se dire si à la fin de cette partie motor control vous arrivez à expliquer ce qui se passe au niveau du variateur de fréquence. Si vous arrivez un jour où vous connectez avec votre PC sur le variateur à dire tiens j'ai accès à des grandeurs, des quadratures, des régulateurs, si vous savez à quoi correspondent ces différents paramètres, c'est quand même assez sympa et donc c'est un peu vraiment l'objectif de cette partie-ci. Donc si vous êtes prêts et intéressés à ce qui était le but de ce chapitre-ci, je vous invite à passer à la suite.